Et c'est parti. Donc, bienvenue dans notre autre cours de B35. On se rejoint aujourd'hui avec notre exercice avec lequel on s'était laissé la dernière fois. Donc, on avait à faire les différents exercices de chacune des sections qu'on avait regardées à l'intérieur, mais chacune de ces sections-là, on avait la solution de disponible. Donc, vous pouvez vous auto-corriger de ce côté-là. S'il y a certains des exercices que vous faites à l'intérieur puis que vous ne comprenez pas la solution ou que vous aimeriez plus d'explications, n'hésitez pas à en jaser, soit durant les périodes d'exercice, soit durant le retour, la séance d'après ou à l'extérieur. M'envoyer un message par Teams, par Mio. Je suis littéralement là pour vous aider avec ça. Fait que nous, on était à construire notre première application qui travaillait avec un fichier de différents quotes qu'on pouvait utiliser dans notre projet. Donc, attends, je vais venir le mettre par ici. Il fallait se créer notre propre application qui utilisait la librairie React pour faire une application de front-end. Donc, nous, on avait vu l'outil vite, hein, parce qu'il va vite. Donc, son but, c'est d'être capable de créer un framework, un squelette d'un projet. Donc, on avait regardé qu'on peut utiliser le npm create vite at latest pour être capable de le faire. On est aussi capable, en fait, de faire ça un petit peu plus rapidement en lui donnant des différents paramètres pour être capable de partir notre projet. Fait que si on retourne de ce côté-ci, donc on est dans un dossier, on est prêt à exécuter notre affaire, on va aller dans un terminal, c'est de là qu'on va être capable d'exécuter qu'est-ce qu'on veut. Donc on peut avoir l'exemple ici, c'est juste que c'est pas le template de vue, nous autres qu'on veut, ça va être le template de React. Donc, on va renommer les choses comme on a besoin. On va appeler le nom du dossier Intro React. Puis, on va dire que c'est un projet de React. J'ai réinstallé mon ordi dernièrement, fait qu'on va télécharger les choses. Ça nous demande c'est lequel. Ça va être React, ça va être en JavaScript. Parfait. Donc, on a installé les différents éléments. La première fois qu'on va vouloir travailler, il faut aller dans le dossier puis installer les librairies. Donc, il faut faire npm install, puis en fait, tu peux juste faire npm i. Ça fait la même chose que l'installation. On est bon avec ça. Donc, on peut faire maintenant le npm run dev, qui était la deuxième commande, qui va partir notre environnement, puis qui va nous laisser traiter à l'intérieur, puis voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est prêt. On a l'adresse qui est disponible. Donc, on s'était dit que nous autres, on était capable de travailler avec ça, puis d'ouvrir un simple browser pour être capable d'avoir cette option-là à l'intérieur. Oups, je vois quelqu'un parler, mais je ne t'entends pas. Est-ce que Patricia, tu parles ou? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends maintenant. OK, super. J'avais une question Ben sur, oui. évidemment, là, on lance le serveur. Mhm. Est-ce qu'on est supposé l'arrêter manuellement? Est-ce que ça va faire des problèmes si on fait rien? Ben, si tu fais rien, il va juste continuer à rouler localement sur ton ordinateur. Pour l'arrêter, tu peux soit fermer directement la fenêtre du terminal ou à l'intérieur, tu peux utiliser le raccourci CTRL-C pour arrêter des programmes à l'intérieur d'un terminal qui va te remettre dans comme ça va arrêter l'exécution courante. Fait qu'à partir de là, le serveur ne roulera plus. Le principe, c'est que si tu fermes la fenêtre de Visual Studio Code, ça va aussi fermer ce processus-là. Fait que c'est pas quelque chose qui reste comme en background pogné. Ouais, OK, super, merci.
Donc, nous, on va aller là-dedans. Puis, on voulait aller, hein, si on voulait regarder un peu ce qui se passe, on pouvait aller dans le app.jsx. On peut se mettre ça à côté. Je vais descendre ça pour l'instant. On va mettre ça un petit peu plus petit. Puis là, on a le contenu. Puis là, ici, mettons que je l'édite. Que je mets un point d'exclamation juste pour voir. Hein, parce que quand on sauvegarde, je sauvegarde. Et je devrais être capable de voir le changement. Nous autres aussi, on s'est dit qu'on voulait avoir, pour travailler avec les quotes, on avait besoin de retrouver cet élément-là à l'intérieur de notre dossier. Fait que ici, j'avais téléchargé. Je dépose notre fichier de quotes à l'intérieur. Puis, on avait aussi comme instruction dans notre petit devoir d'utiliser cette formule-là qui nous permet d'importer le fichier. Yep, là. Fait que ici, je peux importer le fichier. Puis, j'ai maintenant accès aux différents quotes. Donc là, ici, je veux être capable de faire ce que moi j'ai besoin. Là, hein? Notre petite affaire qui génère des quotes. Donc, qu'est-ce qui est intéressant quand on construit des applications? C'est toujours de les construire, hein, de manière itérative pour être capable de voir à chaque instant que ça fonctionne, que ça fait ce que tu veux. Donc, la première chose que moi je vais faire, c'est je vais enlever le contenu courant, hein, du texte qui est à l'intérieur. Ce n'est pas des choses que moi j'ai besoin. Puis je vais juste dire ici un petit bonjour. Petit bonjour, hein, juste pour voir que ça fonctionne. Ok, parfait. Donc, là, ce que je veux avoir à l'intérieur de ça, c'est différents quotes. OK? Fait que si je veux avoir le contenu des quotes, ben, il faut que j'aille chercher l'information dans cette affaire-là. Fait que la première chose que j'aimerais essayer de trouver, que j'aimerais essayer de prouver à moi-même, c'est que je peux afficher le quote. Tu sais, le principe, c'est qu'il faut qu'il soit aléatoire, blablabla, mais comme itérativement, on va juste essayer de trouver juste le premier quote de la gang. Comment est-ce que je fais pour aller le chercher à l'intérieur? Fait que si je marque, mettons, quote, puis j'ai vu que hein, ça, c'était un tableau, hein, fait que je suis capable d'aller chercher les choses à l'intérieur, ou en fait, si, à l'intérieur de mon application, je fais un console log pour aller voir le contenu de quotes. Là, ça va être intéressant, il faut faire attention, quand on fait les console logs, ils ne vont pas apparaître à l'intérieur de notre terminal. Okay? Puisque c'est une application qui est front-end, qui est envoyée à un client, ce console log-là va apparaître dans la console de notre application. Puis là, la problématique, c'est que quand on travaille avec juste le Simple Browser, on n'a comme pas accès directement à la console de cette partie-là. Si on veut avoir la console, il faut aller voir ça dans un navigateur. Fait que à ce moment-là, dans le Simple Browser, je vais le mettre en dessous ici. Dans le Simple Browser, tu as un gentil bouton là, okay, qui te permet de l'ouvrir dans le navigateur. Fait que là, si je retourne dans ma page web, j'ai mon bonjour là, qui est dans le milieu, là, il est très petit, là, mais il est là. Puis ici, je vais pouvoir aller voir la console. Donc, pour aller chercher la console, tu peux faire un clic droit puis aller faire l'inspection, ou sinon ouvrir les outils de développeur qui est le CTRL-SHIFT-I, okay, qui va faire apparaître les différents éléments. On va le faire apparaître en dessous. Et je vais le faire augmenter de grosseur. Là, si je m'en vais dans la console, je peux voir que j'ai un tableau, okay, de 102 cases, de 0 à 101. Puis dans chacune des cases, j'ai un objet
Donc, hein, c'est le JavaScript qu'on a vu dans les dernières semaines là, qui revient avec deux éléments à l'intérieur, l'auteur et le quote. Fait que parfait, j'ai maintenant ces informations-là en tête. Je peux retourner voir dans Visual Studio Code. On va remettre le Simple Browser à droite. Puis là, je vais essayer d'aller voir, ben, OK, si je marque quotes ici, là. OK, ouais, c'est vrai. Là, ça marche. Ça marque juste directement qu'est-ce que moi, j'ai écrit. Hein? Si je veux avoir un résultat qui apparaît, il faut utiliser... Oups. Il faut utiliser, là, je suis en français, je veux. Travailler avec ça. Là, ici, on a un problème. OK? Puis en fait, un autre élément qui est problématique avec le Simple Browser. Le Simple Browser il est bien pour tester, là, mais il n'est pas bien pour débugger la majorité du temps. Donc, ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir l'autre fenêtre d'ouverte en même temps pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait que ici, on va aller voir du côté de notre web scene. Puis si on regarde, quand j'essaie de loader la page, c'est même plus marqué bonjour parce qu'on a des erreurs. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que ça me dit des objets ne peuvent pas être des éléments que tu essaies d'afficher avec React. OK? Fait qu'ici, ça dit que ça a trouvé un objet avec des quotes et des auteurs. Donc, ça ne fonctionne pas directement. Tu ne peux pas afficher un objet avec différents éléments parce que lui, il ne sait pas comment traiter ça, là. OK? Il ne sait pas nécessairement que, tu sais, il ne dit pas, je ne vais pas l'afficher avec des accolades parce que ça ne veut rien dire en tant que tel. C'est à toi de mieux gérer ça. Fait que si on veut être puis être capable d'afficher quelque chose, il va falloir aller chercher quelque chose de spécifique. Hein, fait que nous autres, on sait que c'est un tableau, fait qu'on peut aller chercher, mettons, l'élément 0. Puis j'ai vu qu'il y avait auteur à l'intérieur. Fait que quand... Oups, on retourne dans le côté code, pardon. Donc, ici, on est avec le quotes, mais moi, je sais que c'est un tableau, fait que je peux écrire en crochet 0, puis je sais que il y a le champ auteur à l'intérieur. Puis là, à ce moment-là, OK, ben là, j'ai l'élément. Puis si je vais, le nom d'auteur, puis si je vais chercher le quote, j'ai le texte qui vient avec. Fait que là, avec ça, j'ai réussi à avoir une partie du quote avec les éléments à l'intérieur. Donc là, si je voudrais, je pourrais avoir quelque chose comme quotes, encore une fois avec des accolades. Quotes, crochet 0, point, auteur. Hein, puis là, j'ai comme une partie de qu'est-ce que je veux. Parce que j'ai réussi à avoir notre élément, hein, notre quote. Là, j'en ai juste un, puis j'en ai un qui est généré de manière comme purement arbitraire. Mais on va travailler pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux au fur et à mesure qu'on avance. Donc, la première chose que je vais vouloir essayer de faire, ça va être essayer de trouver comment générer quelque chose qui va être aléatoire. Fait que pour trouver ça, tu peux aller travailler avec des fonctions qui existent déjà en JavaScript. Fait que mettons que je cherche random JavaScript. Puis souvent de rajouter le mot-clé MDN, c'est un excellent ajout parce que MDN, c'est le Mozilla Developer Network. C'est là que la majorité de la bonne documentation existe pour être capable d'aller trouver des choses intéressantes. Fait que si on a ici, on a matRandom, OK, ça me donne des valeurs point flottantes entre 0 et 1. OK, parfait. Si je regarde ici, dans les exemples, OK, ben il y a un getRandomInt avec un max. Donc, il va me donner de 0 à un maximum. Ah, ça tombe, c'est exactement qu'est-ce que j'ai besoin, moi. Fait que je peux commencer à prendre ça, venir insérer ça dans mon application.
Puis là, le principe, c'est que je peux utiliser le max que je veux utiliser. Ça va être en fait la taille des quotes. Hein, fait que je peux enlever aussi cette ligne-là, ça ne peut rien non plus. Je peux utiliser ici le résultat, OK, de GetRandom Inc. Et là, ici, je peux mettre quotes.length. OK, puis là, j'ai quelque chose qui change à chaque fois que je rafraîchis. Là, ici, si je mets ça à côté, change. On voit ici que ça continue d'être la bonne chose. Je vais mettre, on va mettre sa même ligne au moins, comme ça. On voit qu'on a nos différents éléments. Là, il y a certaines choses qui sont intéressantes là-dedans. Si je reprends ça, puis je le mets ici. Là. Je vais avoir un problème. Un problème d'exécution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? C'est quoi la problématique avec utiliser le getRandomInt aux deux endroits à l'intérieur de notre petit site web qu'on vient de se créer? Tu vas prendre une quote puis un auteur, mais ils ne vont pas matcher. Exactement. Donc ici, le fait de utiliser la fonction deux fois, de faire deux appels indépendants, ben, les deux appels vont me donner des résultats différents. Fait que je vais avoir une citation, je vais avoir un auteur, mais ça va être une citation random avec un auteur random. C'est pas exactement ce qu'on espère. Donc on veut avoir comme un bloc commun. Hein. Fait que ce que j'ai besoin d'avoir ici, c'est en fait une valeur, hein, qui va être comme une valeur intermédiaire que je vais être capable de traiter. Donc, si je veux être capable de faire ça, ben, il faudrait que j'aille une valeur intermédiaire, OK? On peut l'appeler I ou IDX pour index. Puis, le principe, c'est que c'est elle qui va recevoir l'information. Puis là, une fois que j'ai ça, je peux être capable d'avoir l'élément. Puis là, si je recherche ça dans mon fichier de JSON, juste pour bien voir que tout est fonctionnel. Je peux voir que le quote est bien attribué à Oprah Winfrey, qui est dans ma page web, puis à chaque fois que j'en ai une qui sort. Fait que là, j'ai un bon début, j'ai l'élément avec le quote qui me dit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Si là, je veux avoir ça 3 fois, fait que là, ici, il faut comme répéter les choses. La meilleure manière de faire ça, ça va être en fait de sortir le principe du random quote de notre application, puis d'en faire son propre component. Parce qu'on a vu que quand on veut répéter un élément, on peut de sortir, puis que ça devienne son propre component que je vais pouvoir réutiliser par la suite. C'est ça la force de React. Fait on peut se faire ici un random quote. Les components sont des fonctions qui commencent avec une lettre majuscule. Puis le but, c'est de retourner notre élément qu'on veut avoir. Fait que ici, on va avoir cette partie-là. Et cette partie-là. À l'intérieur. Ok, ça c'est bon. Ah oui, il faudrait que j'aille un... faut retourner du JSX. Toujours. Donc là, on est dans rien. Fait qu'on va se faire un petit bloc. Puis cet élément-là va aller dans le petit bloc.
Donc, quand on n'a pas de balise spéciale à représenter, on peut toujours utiliser les balises vides, qu'on appelle un fragment, qui va me permettre de juste avoir la balise qui contient des éléments à l'intérieur. Au pire, je pourrais mettre ça, mettons, dans un paragraphe pour que ça soit sa propre... Oups, le P n'est pas du bon bord. Pour que ça soit son propre élément. On peut voir aussi que quand on fait une erreur assez fatidique, la page elle-même nous donne où est l'erreur pour nous aider. Fait que quand il y a des choses qui sont erronées, la page elle-même va nous aider à débugger notre élément. Fait que maintenant que j'ai mon component de prête, je vais pouvoir l'utiliser avec... Pardon? J'ai dit, maintenant que j'ai mon component, je vais pouvoir l'utiliser. Est-ce que ça a Excuse? coupé? Oui. Est-ce qu'on m'entend? J'ai une question. Oui. Peux-tu tasser ta caméra de devant le simple browser? On voit pas l'affichage peut-être descendre plus bas. Ouais, sûr. Bien sûr, bien sûr. Merci. Et voilà. Donc, on a l'utilisation de notre component qu'on vient tout juste de créer. Donc, quand on utilise un component, on peut l'utiliser avec genre une balise ouvrante et fermante en même temps en ayant le slash parce que une des règles du JSX, c'est que toutes les balises doivent être fermées. Donc, là, j'en ai une. Fait que si j'en veux 3, ben, je peux tout simplement avoir 3 différentes balises. Là, ici, il y a d'autres manières de faire qu'on va voir un peu aujourd'hui avec les répétitions. Puis là, on a nos 3 différentes quotes. Puis à chaque fois que je rafraîchis la page, les quotes changent pour avoir des quotes aléatoires. La dernière chose qui nous resterait à faire par rapport à ce qu'on a vu, c'est de prendre le component puis d'être capable de l'extraire pour être capable de le sortir de notre environnement, puis d'en créer son propre fichier qui va être importé. Donc, si je regarde... Attends. Est-ce que ça existe directement? Non. Non, c'est pas dans celle-là. Dans un autre. Fait que, ici, on va pouvoir... quoi que je sais pas, attends. On va... Qu'est-ce que je dis? Refactor. Hein? Fait que, avec Visual Studio Code, il y a beaucoup d'outils pour être capable de facilement créer ça. Fait que je peux refactor mes choses. Je peux vouloir le mettre dans un nouveau fichier. Puis je peux voir en ce moment qu'il a été très conscient de ce qui s'est passé. Il a vraiment fait presque tout ce que j'avais besoin. En fait, ce que je vais faire, puisque j'ai besoin de cette fonction-là, je vais refactoriser ça, mettre ça dans un nouveau fichier. Puis, il a comme tout fait ce que j'avais besoin. Il a créé le nouveau fichier. OK. On peut voir qu'il l'a exporté. Là, il ne l'a pas exporté par défaut. C'est une affaire qu'on pourra nous changer si on veut. Mais on voit ici qu'il a enlevé l'importation du quote parce qu'il était seulement utile avec cette partie-là. Il a gardé la fonction. Donc, on peut faire quelques petites modifications ici, faire le export default à la place, puis faire en sorte que ça va le chercher directement. Et avec ça, on a les deux fichiers un à côté de l'autre. Pas mal notre résultat final, qui nous demandait d'avoir notre app, 3 quotes,
3 quotes à l'intérieur. Puis après ça, on va avoir nos différents éléments avec la génération d'un nombre aléatoire, puis la présentation du quote à l'intérieur. Ça serait pour notre exercice. Est-ce qu'on a des questions, interrogations, problématiques avec ce qui vient de se passer? Je vais déposer dans notre channel Teams la solution pour que vous puissiez la regarder. Donc, je vais juste mettre les fichiers pertinents. OK, donc juste le app.jsx puis le randomquote.jsx. Le restant, c'était des choses que sont setupées automatiquement ou qu'on peut télécharger facilement. Fait que ça va pas pire de ce côté-là. Thumbs up. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que l'enregistrement est toujours sur le même lien de YouTube? Oui. Donc, à chaque semaine, si on va, à chaque cours en fait, le lien que je vous donne, on va aller le voir, reçoit les vidéos à chaque fois. Donc, on peut voir ici les différentes vidéos. Le vidéo de cette semaine va apparaître. Il y a juste 3 vidéos. Ouais, parce que la vidéo de hier, je vous ai envoyé le lien directement. Ça, c'est ceux qu'on a enregistrés ensemble. Ouais. Puis il y a à peu près, genre, dans le lien d'hier, genre, j'ai checké aussi, vous avez, je pense, une chaîne YouTube, là, Oui, complète, oui. et avec des... Il y en Et a vous pas avez mal de cours. plusieurs matières, là, j'imagine. Ouais, pas mal de cours. Ouais, Ouais, c'est ça. exact. Fait que si vous voulez faire de la science des données, si vous voulez faire de la programmation assembleur, si vous voulez faire de l'infrastructure infonuagique, j'ai une couple de playlists. Là, si vous êtes si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer des messages, je vais vous guider vers les bonnes ressources Parfait, si vous aimez le format. parfait. Merci. Super. Fait que nous, on vient de terminer notre petit exercice. On va retourner dans notre étude de React avec la documentation officielle d'apprentissage. Donc aujourd'hui, on va passer au travers le restant des parties pour la description de l'interface utilisateur. Donc on va aller voir comment passer des props, de faire de l'affichage conditionnel, de faire de l'affichage de liste et comment garder nos components purs dans la manière de la programmation fonctionnelle. Fait qu'on va passer à travers ces éléments-là, puis après ça, on va avoir un nouvel exercice à faire. Avant ça, on va se prendre une petite pause. Ma voix en ce moment est pas à son 100%, fait que je vais prendre une petite pause tout de suite de un petit 10 minutes pour être capable de reprendre un peu de voix avant de se lancer dans la partie magistrale d'aujourd'hui. Fait que on va prendre une petite pause. On va avoir un retour à 45, donc 13h45, pour commencer à regarder la documentation de React. À tout de suite. On est donc de retour. Donc, on va regarder aujourd'hui comment travailler pour avoir des components qui sont plus, pas directement dynamiques, mais qui sont configurables. Donc, le principe, c'est qu'en ce moment, hein, là, on a fait un component qui faisait des quotes de manière aléatoire. Ça permettait d'avoir des components différents, mais on aimerait sûrement avoir quelque chose où je peux configurer, mettons, le texte à l'intérieur, ou configurer la couleur, ou configurer des options par rapport à un modèle prédéfini. Donc, le principe qui vient rentrer là-dedans, c'est le principe de props qu'on peut donner un peu comme une fonction, qui reçoit des paramètres d'entrée. Un component va recevoir des props qui vont pouvoir être utilisés et
transférer peut-être même à d'autres props en dessous. Donc, c'est les éléments qui vont devenir variables à la construction du component. Fait que le principe de props est quelque chose qui est reconnu dans le monde du HTML. Okay? Donc, dans le monde du JSX, on a déjà ce principe-là. Donc, quand on a différentes propriétés, hein, donc on a notre tag image ou notre tag A, puis après ça, on va avoir plusieurs informations que je veux donner à ce tag-là. Donc, c'est quoi la source, c'est quoi la taille, c'est quoi la hauteur, c'est quoi le alt. Quand on a un A, hein, le href va être le props qui vient avec. Donc, le principe qu'avec un tag, on donne des informations, c'est quelque chose qu'on reconnaît déjà. Là, la question, c'est comment est-ce que ça fonctionne si je fais mon propre tag, hein, qui est le component. Comment est-ce que je fais pour être capable de passer des props, puis être capable de les recevoir, puis de les utiliser rendus dans mon code. Fait que, on va regarder comment est-ce que je peux, quand moi j'utilise un component, comment est-ce que je fais pour envoyer des props à l'intérieur. Puis, pour être capable d'utiliser les props avec nos components, ça va se faire en 2 étapes. La première étape, ça va être d'envoyer l'information. Puis ça, cette partie-là, c'est quelque chose qu'on vient tout juste de voir. Là. Ça va être la même chose que qu'est-ce qu'on a fait quand on a utilisé des tags de JSX. Donc, j'ai un component hein, que j'ouvre, puis que je dis c'est quoi le nom du component. Puis là, à l'intérieur de ça, avant la fermeture de son tag, on va avoir les différents éléments que je veux envoyer, les différents éléments que je veux configurer. Après ça, j'ai un égal, puis là, après ça, j'ai qu'est-ce que je veux envoyer. Fait que ça peut être du texte, ça peut être des valeurs que j'évalue, hein, ça peut être des valeurs qui... ça peut être le résultat d'une fonction, ça peut être une évaluation quelconque. On a vu que qu'est-ce qui est entre accolades, c'est des choses qui vont être évaluées. Donc, on a ici notre component avatar qui reçoit 2 props. Le premier qui est la valeur numérique 100, puis le deuxième qui est une évaluation, mais une évaluation de quoi? D'un objet JavaScript. Hein? Donc, quand on utilise les accolades dans notre monde JavaScript, c'est la représentation d'un objet, un élément qui a des clés valeurs. Donc, ça ici, c'est un objet qui a 2 clés valeurs, le name lignang et le image ID, un bx, blablabla. Fait que ça, c'est notre première étape. C'est la première chose qu'on fait quand on veut être capable de construire notre component avec des props. La deuxième étape, ça va être d'être capable d'aller recueillir ces props-là pour être capable de les utiliser correctement. Donc, pour être capable de les utiliser, on va utiliser ici une fonctionnalité spéciale JavaScript, on va y revenir, là. Mais le principe, c'est qu'on va, dans la description de notre component, hein, donc dans la fonction qui commence avec une lettre majuscule, à la place d'avoir une fonction qui n'a aucun paramètre, je vais avoir une fonction qui a des accolades, puis le nom des différents props que moi j'ai envoyés. Donc, il faut que j'utilise les mêmes éléments à l'intérieur. Puis, une fois que je fais ça, ces props-là vont être disponibles quand je vais utiliser le component. Fait qu'à partir de là, je peux utiliser personne et 16, puis ça va être des valeurs qui vont être disponibles parce que je vais les avoir reçues, là, un peu comme une fonction. Quand tu as une fonction, tu peux mettre des paramètres d'entrée, puis quand tu appelles la fonction, il faut que tu fournis ces paramètres-là. Ben, c'est le même principe. Quand j'appelle le component, je fournis les informations des paramètres, puis quand je décris le component, j'ai la description de ces paramètres d'entrée-là, mais là, on appelle ça des props. Fait que si on regarde qu'est-ce que ça donne en action,
Donc, on peut avoir ici, comme ça. On a notre component qui reçoit une personne et une taille. Puis là, je peux voir que lui, il va aller chercher le nom de la personne. Il va aller chercher le size. Puis, on va avoir un dernier élément là, qui va être l'appel d'une fonction. Fait qu'on on peut vraiment voir ici que qu'est-ce qui est à l'intérieur des curly braces, c'est vraiment juste une évaluation. C'est vraiment du code JavaScript pur, du code qui va s'exécuter. Donc, ça va exécuter ça. Comment je fais pour savoir qu'est-ce qui se passe avec cette fonction-là? Bien, on a vu la méthodologie d'importation. Donc, on a ici la fonction n'est pas décrite nulle part, fait que la fonction existe dans un autre fichier, puis elle a été importée de ce fichier-là. Donc, on a un fichier utile. Donc, ça arrive souvent quand tu as un paquet de petites fonctions que tu as souvent besoin, un fichier utilitaire. Puis, à l'intérieur de ce fichier utilitaire-là, tu peux voir ici que ça reçoit le nom de la personne, puis ça va chercher, puis ça construit l'URL à partir de ces informations-là. OK? Donc, c'est juste une méthode d'aller chercher les informations. Puis après ça, on a le size qui va décider de la taille. Fait que quand je veux travailler avec ça, ben, je peux voir ici que j'ai des appels avec des appels du component avec en props les deux informations que j'ai besoin, le size, puis la personne, que là, je me suis dit que ça allait être un nom et un image ID, un objet qui allait avoir les choses. Là, encore une fois, le design de qu'est-ce que ça ait fait, c'est un peu arbitraire. Ça aurait pu être 3 différents props séparés. On n'aurait pas été obligé d'avoir un objet. Là, c'est académique comme décision, parce que ça nous permet de voir différentes variations. Puis on peut voir ici que là, on peut en appeler différents. Puis ça va me donner 3 différentes variations à partir du même component. Mais en ayant envoyé des informations différentes. Fait qu'on peut voir qu'on peut comme construire quelque chose d'intéressant, puis là, de pouvoir venir le fill-in avec l'information principale. Si on pense à où c'est que ça peut être utile, bien si on pense à, mettons, tous les médias sociaux, là, ou un fil de nouvelles le fil de nouvelles sur Facebook, le principe, c'est que c'est toutes des posts. Mais toutes les posts sont pareils. C'est un encadré, tu as un titre, tu as peut-être une image, tu as un sous-titre, là, tu as un bouton commentaire, j'aime, blablabla. Fait que tout ça, tu peux le faire juste une fois. Puis, en tant que props, ben là, tu peux dire voici l'image à afficher, voici le titre, voici le nombre de commentaires, des choses comme ça. Fait qu'on peut avoir une très grande refactorisation de code, où c'est qu'il y a seulement les parties, tu as juste à écrire les choses une fois pour toutes les choses qui se répètent. Ici, il y a un élément intéressant, là, quand on travaille avec, quand on fait ça, là, quand on fait à l'intérieur du component, quand on utilise des parenthèses, puis à l'intérieur des parenthèses, on utilise des accolades. Ça ici, en fait, c'est un raccourci, c'est quelque chose qui existe en JavaScript. Okay? C'est quelque chose qui fait partie du langage. Parce que habituellement, le principe, c'est que les components vont recevoir un paramètre d'entrée, que tu peux lui donner le nom que tu veux, là, mais habituellement, par convention, on l'appelle props. Puis, c'est un objet qui va avoir chacune des différents props que tu as envoyés comme si c'était un objet. Fait que tu pourrais aller chercher le props.person, le props.size. Donc, initialement, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait cette petite danse-là pour être capable d'avoir juste une variable qui avait le même nom que notre props, parce qu'il fallait comme le ramasser puis le redéconstruire. Maintenant, on utilise la déstructuration d'éléments pour être capable de faire ça plus facilement.
Fait que la déstructuration, c'est le principe que je veux souvent et habilement être capable d'assigner un paquet de choses sans avoir à déclarer un paquet de variables. Donc, il existe de la déstructuration pour des tableaux et pour des objets. Fait que ici, on a la première version, on a un exemple avec un tableau. Si j'ai un tableau où c'est qu'à l'intérieur, il y a différentes valeurs, puis moi, je veux être capable que chacune des valeurs aille une variable assignée. Ben, à la place de devoir écrire quelque chose comme, là, j'aurais mon tableau, mon tableau serait le 10-20, puis que là, il faudrait que je fasse A est égal à tableau 0, puis que là, je voudrais faire que B est égal à tableau 1. Hein, ça, c'est comme la version standard. On a à la place la déstructuration qui permet de dire, ça, c'est le tableau. Ben, voici une assignation qui va prendre le premier, qui va le mettre dans A, qui va prendre le deuxième, qui va le mettre dans B. Donc, c'est juste une manière rapide et efficace de faire des assignations. On peut aussi travailler avec le principe de 3 petits points, OK, où c'est que ça va être comme le reste, fait que tu pourras avoir le A, le B, puis après ça le reste, fait que le A, le B, puis le reste, OK, c'est géré automatiquement. Donc, il y a un paquet de versions possibles pour être capable de travailler avec ça. Puis, il y en a un pour les objets. OK, donc, le principe, c'est que si je prends un objet, puis j'ai dit, assigne ça à cette liste-là d'éléments, c'est comme si, donc si je prends ça, là, c'est comme si j'avais dit let A, B, puis là j'avais dit A est égal à objet.A, puis B est égal à objet.b. Donc, cette partie-là, puis cette partie-là, en fait là, ça serait comme const, là, mais le principe, c'est que ces deux éléments-là sont équivalents. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ici j'écris ça? C'est en fait le raccourci syntaxique d'avoir écrit props, d'avoir écrit const person est égal à props.person, puis const size est égal à props.size. Donc, d'écrire ça ici, c'est comme ça, c'est la version mondaine, la version ancienne, où c'est que j'utilise le paramètre d'entrée. Le paramètre d'entrée a reçu un objet avec toutes les configurations des props. Puis là, il faut faire l'assignation manuelle. Ben, à la place de ça, on utilise la déstructuration. Puis on dit, ben, crée-moi une variable person, crée-moi une variable size, puis assigne automatiquement les clés de ça à cette variable-là pour que ça se fasse de manière automatique. Donc, quand on travaille en React, vous allez voir cette syntaxe-là qui est quand même assez nouvelle, là. Si je regarde, quand est-ce que ça a été rajouté? On peut voir. 6. Pas directement. Mais c'est comme genre 2015. C'est quand même nouveau dans le monde du web. Ouais. Puis ici aussi, si on retourne dans javascript.info, il y a aussi d'autres exemples ici. Sur qu'est-ce qui est possible avec ça. All right. Fait qu'on continue dans notre utilisation de props.
quand on est en train de faire cette déstructuration-là, on peut être capable d'avoir des valeurs par défaut, si on veut. Hein, parce que ça se peut que si on n'a pas fait attention, si on oublie de mettre une valeur, ben, faut que ça marche quand même. OK? Donc ici, je peux avoir une valeur par défaut. OK? Qui dit que si tu ne l'as pas mis, ben, ça va être très petit. Si tu l'as mis, tout va bien. Si tu l'as mis, tout va bien. Mais si tu ne l'as pas mis, ça va prendre la valeur par défaut dans ce cas-là. Ça, c'est bon. Dernière chose aussi qui va souvent arriver, ça va être le principe d'imbrication de component. Donc, on a dit qu'on veut être capable de comme, avoir un component, puis dans le component, on peut en avoir d'autres. Puis là, en fin de compte, on va en avoir d'autres, puis on va en avoir d'autres, puis on va en avoir d'autres. Hein. Le principe, c'est que la page de React, c'est un component, puis après ça, à l'intérieur, il y en a d'autres, puis après ça, il y en a d'autres, puis après ça, il y en a d'autres, puis après ça, il y en a d'autres, puis après ça... Fait que souvent, tu vas avoir une information que tu vas vouloir comme passer à plusieurs étapes. Fait que si on a l'exemple, c'est qu'on a le profil, puis on reçoit différentes informations. Puis là, tu es comme, ben là, je veux envoyer toutes ces informations-là à l'avatar. Puis, dépendamment de comment tu le sens, c'est correct d'avoir ça. C'est plus lisible de savoir c'est quoi les différents components, les différents props. Pardon. Mais, dans ce cas-là, on peut utiliser un autre type de syntaxe qui s'appelle le spread syntax, qui va reprendre les différents éléments, puis qui va faire en sorte que ça devient chacun des éléments individuels. Donc, tu ne peux pas directement envoyer props, okay, parce que là, ça va devenir un élément qui s'appelle props. Donc, nous autres, il faut envoyer person, il faut envoyer size, il faut envoyer isSepia, puis il faut envoyer tickborder. On n'a pas... C'est ça qu'il faut envoyer. Donc, ce qu'on peut utiliser à la place, c'est le spread syntax pour être capable de tout envoyer d'un coup. C'est un peu un... faut faire attention un peu à celui-là, là, parce que habituellement, c'est un indicateur. Si tu veux juste tout le temps utiliser ça, c'est un indicateur que tu n'as pas pris l'information à la bonne place. Ça devrait être utilisé sporadiquement. Excellent. Donc, c'est possible de vouloir, hein, quand on a des tags, ça se peut que des fois, à l'intérieur du tag, on aille de l'information à mettre dans le tag, hein, entre les deux. C'est possible aussi de faire ça quand on travaille avec des components. Donc, quelque chose où c'est que j'ai un component, puis dans ce component-là, je vais vouloir représenter des informations qui vont devoir être utilisées, là. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle les children ou les enfants des props. Donc, quand tu utilises le component, mais que tu l'utilises avec un tag ouvrant, un tag fermant, puis que tu mets des choses entre les deux, les choses qui sont entre les deux vont être automatiquement mis dans un prop qui s'appelle children. Donc ici, on a un exemple où j'ai un card. Donc ça, c'est un composant typique dans une page. Là, tu sais, quand tu as un petit carré puis un petit profil, des choses comme ça. Donc, dans le card, tu as l'avatar. Puis là, tu pourrais avoir une description. Puis tu pourrais avoir d'autres informations, mettons. Puis on voit ici le card avec la description. Donc, ce qu'on peut être capable, nous autres, c'est de dire, ben, quand je vais définir ça, je veux revoir ces informations-là, puis être capable de comme les paster quelque part directement. Et comment est-ce que ça va fonctionner?
ben, on va avoir dans les props un props qui s'appelle Children. Puis, ce props-là va contenir qu'est-ce que toi t'as mis. Fait que là, après ça, toi, tu peux dire, ben là, mettons, je veux que ce soit un div qui s'appelle card, puis dedans, je veux qu'il y ait les children. Ça va automatiquement être rajouté. Donc, qu'est-ce que je mets entre l'appel et automatiquement envoyé dans les children. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Le principe aussi, puis là, on va en parler plus la semaine prochaine quand on va parler de choses dynamiques, mais il va y avoir le principe d'état, okay, de choses qui changent dynamiquement dans notre programme. Donc, on ne va pas trop jaser de ça, on garde ça pour la semaine prochaine, mais le principe, c'est que ça se peut qu'à travers le cycle de vie de notre application, on reçoit des props qui sont différents, hein, qui vont changer. Puis React est très compréhensif de ça. Puis si la valeur que tu y envoies change, ben lui, il va réafficher okay, le contenu, puis il va redessiner le component. Fait que si on a le temps, on voit qu'il change au fur et à mesure qu'on avance. Puis si je choisis dans mon... ici, j'ai un menu déroulant, là. OK? Quand je sélectionne quelque chose dans le menu déroulant, ben, on peut voir que le résultat de l'affichage ici, là, donc cette partie-là, c'est cet affichage-là. On voit qu'on choisit la couleur, on fait afficher le temps. On voit que ça change dès que des nouvelles informations lui sont transférées. Encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour avoir des informations qui changent? Ça, c'est pour nous de la semaine prochaine. On fait juste se dire qu'on est capable de rafraîchir automatiquement dès qu'on reçoit des nouvelles informations. Par contre, à l'intérieur de l'affichage, considérer les props comme étant immuables. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de les modifier, tu n'as pas le droit d'aller changer les valeurs à l'intérieur puis espérer qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est seulement la personne qui va l'appeler qui va être capable de le changer. On va voir comment ça fonctionne en temps et lieu. Mais ça, le principe de props, c'est que c'est des choses qui vont être envoyées puis qui vont être utilisées en lecture seule. On va parler du state, de l'état, quand on va parler d'éléments qui sont dynamiques et changeants. On a un petit recap. Comme d'habitude, on a les différents petits challenges. Donc, à la fin de la partie magistrale d'aujourd'hui, on va aller faire ces petits challenges-là. Mais vous, on peut aller voir la solution. Puis même que si vous êtes pogné, vous pouvez faire le show int aussi qui va vous donner des petits indices pour être capable de bien travailler avec ça. On passe à notre deuxième sujet de la journée qui va être l'affichage conditionnel. Donc, souvent, on va avoir besoin de prendre des décisions par rapport à l'information qu'on a, par rapport aux paramètres, par rapport aux props qu'on a reçus. Donc, on va aller voir comment utiliser les principes des conditionnels, hein, le principe de if, avec React. Pardon. Donc ici, on regarde notre premier exemple. Puis le principe, c'est qu'on a une liste. Puis la liste, on a besoin de possiblement cocher ou en tout cas surligner ou indiquer qu'il y a certains des éléments de la liste qui ont été faits. Fait que si on regarde ici, on a une liste, puis à l'intérieur, on s'est fait un component item. Puis le component item reçoit est-ce qu'il est coché ou pas, puis le nom de l'item. Fait que là, en ce moment, je peux voir que j'ai deux des components qui sont supposés être comme genre déjà cochés, puis qu'en ce moment, ils n'ont pas cette information-là d'afficher. Fait qu'on va aller voir comment est-ce que je peux modifier mon item pour être capable de prendre en considération le props is packed.
et est capable de faire des choses avec. Fait que, il y a différentes manières de faire. Okay? Il n'y en a pas nécessairement qui sont ultra meilleures que d'autres. C'est juste différentes méthodes. Donc, il va falloir utiliser le résultat de isPact. Ça, c'est évident. Donc, on peut utiliser un if-else directement. Mais on va voir qu'il y a des méthodes possiblement un petit peu plus efficaces. Fait que, on a le principe d'un if bien simple où je regarde est-ce que c'est pact. Là, puisque ça, c'est directement vrai ou faux, je n'ai pas besoin de mettre d'autres égales ou quoi que ce soit. Si c'est pact, ben là, je retourne cette affaire-là. Hein? Puis on se souvient, un retour dans une fonction, ça va arrêter immédiatement l'exécution, fait qu'il ne se rendra pas à l'autre. Puis ici, on n'a pas besoin de else non plus dans ce cas-là, mais si on n'a pas réussi le premier if, ben on va faire celle-là à la place, où c'est la même chose, mais c'est juste qu'on n'a pas, la seule différence entre les deux, c'est qu'on a un checkmark ou pas. Fait que le principe, c'est que ça va retourner deux éléments de JSX complètement différents, dépendamment de qu'est-ce que j'ai ou pas. Fait que je l'ai ici, où c'est que j'ai le checkmark à la fin. Puis si je change ça à false, OK? On va l'avoir. On a aussi différentes manières de présenter quand on veut retourner quelque chose. On a la possibilité de retourner des éléments nuls en JSX. Donc, quand on a un component, là, on peut avoir un élément nul. Quand on envoie un élément nul, ça va juste disparaître du DOM. Donc, c'est une autre manière de faire. Donc, ici, on a, si c'est pact, en fait, je le veux juste plus dans la liste. Hein? Donc, je peux tout simplement retourner null. Puis, ça va faire en sorte que dans la hiérarchie, là, ça va juste disparaître. Il n'y aura pas de tag là, il n'y aura pas de nœud là. Il va juste avoir rien. Fait que sinon, tu l'affiches. Fait que dans ce cas-là, ça fait en sorte que quand c'est vrai, ça disparaît. Quand c'est faux, ça apparaît. Et si j'en change un pour redevenir faux, hein, on voit qu'il réapparaît. Fait que là, dans le DOM de celui-là, il y a juste deux éléments dans la liste. Là. Le troisième, il est juste inexistant. Donc, deuxième option, on peut avoir l'utilisation du nul qui me permet de ne pas rien afficher. Mais souvent, on va avoir plusieurs conditionnels qui vont causer une espèce d'arbre de probabilité qui devient très, très, très difficile de juste avoir des if puis des else. Donc, ça serait possiblement plus intéressant de regarder un peu aussi notre résultat hein, en disant, hey, il y a 99% là, du retour qui est exactement pareil. Fait que peut-être qu'on voudrait être capable de mieux gérer ça. Là. OK? Donc, il y a des manières de présenter cette information-là correctement. Donc, on avait vu l'opérateur ternaire. Donc, l'opérateur ternaire peut nous donner pardon, la variation suivante. Donc, on va return, quoi qu'il advienne. On va return, quoi qu'il advienne, un LI class name. OK? Puis, le principe, c'est si c'est pact, hein, donc on se souvient l'opérateur ternaire, comment il fonctionne. J'ai une... On va le revoir. On va remettre ça ici. Donc, le principe, c'est j'ai une condition. Si la condition est bonne, je retourne cette première expression-là. Sinon, je retourne cette expression-là. Donc, c'est une espèce de if inline, donc directement intégré à l'exécution. Donc, le principe, c'est que je peux transformer ça en le contenu. Je peux avoir, est-ce que isPact est là? S'il est là, donc c'est vrai, je vais afficher le name avec le point, avec le checkmark. Sinon, je vais juste afficher le name.
Puis même là, je pourrais avoir une version alternative, là, hein, où dans le isPact, je pourrais juste avoir le point crochet là, qui est comme rajouté ou pas. Là. OK? Là, on va voir qu'eux autres qui ont fait un petit peu plus de froufrou autour là, pour aller voir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Fait qu'on a l'exemple ici, on a le LI. On dit est-ce que il est packé ou pas? Si oui, donc si ça c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Je prends le name avec un checkmark, puis je le mets dans un del, hein, qui va me faire ici là, la ligne rayée. Sinon, ben, ça va juste être name. Ça, c'est la fin de la partie évaluée à l'intérieur de mon JSX. J'ai la fin de ma balise principale, j'ai la fin de ma parenthèse, j'ai la fin de mon component. Et là, je vais pouvoir avoir les différents isTrue qui va me faire en sorte que ça devient ligné ou pas avec un crochet automatiquement. Donc, l'opérateur ternière conditionnel me permet de, à même le retour, être capable d'avoir le résultat que je recherche. On a d'autres variations de ça. Donc, un autre raccourci très utilisé, c'est celui de l'opérateur logique et. Puis, le principe de l'opérateur logique et, c'est que si c'est vrai, là, donc si ça c'est vrai et ça c'est vrai, ce qui va retourner, donc ça c'est quelque chose de très précis à JavaScript, là. Donc quand j'ai un opérateur logique et, là, je vais retourner le dernier élément du et. Si tout est vrai, moi ce que je retourne c'est ça, parce que c'est considéré comme vrai parce que c'est pas une chaîne de caractères vide. Donc, avec cette syntaxe-là, j'ai le nom en tout temps, j'ai un espace, puis si c'est pacte, je vais avoir le crochet. Puis si c'est faux, ça va donner faux, puis faux, quand on essaie de l'afficher en JSX, ça fait juste rien afficher. Donc, ça me permet d'avoir les éléments nécessaires avec juste le petit crochet, avec quelque chose de très, très, très compact. Donc ça, c'est souvent vu quand tu as juste besoin de vérifier est-ce que quelque chose est là, puis si oui, utilise cette version-là ou rajoute ça. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Autre variation possible, pardon, ça va être la possibilité d'utiliser une variable intermédiaire qui va contenir notre information. Fait que je peux avoir ici un variable intermédiaire qui va contenir le nom. Puis là, je peux utiliser le if pour dire, ben si il y a quelque chose de spécial, je vais utiliser ça. Puis après ça, je vais pouvoir utiliser cette variable intermédiaire-là dans mes accolades, dans mes curly braces à l'intérieur de mon JavaScript. Fait que je commence, je dis, ben je commence avec name, ça se peut que je le remplace, puis rendu à la fin, je sais que j'ai la bonne information à l'intérieur de cette variable intermédiaire-là. Donc ça, c'est une autre manière d'avoir des éléments qui sont affichés de manière conditionnelle. Fait qu'on a ici l'exemple. Élément intermédiaire. Je regarde. Je l'utilise. Puis ça me donne, encore une fois, le même résultat. Là, on peut voir que hein, c'est plusieurs fois le même résultat. Donc, c'est juste des manières alternatives de faire la même chose. Ça dépend lequel qui est plus lisible, dépendamment de la situation, dépendamment de qu'est-ce que tu écris, dépendamment de comment tu te sens. Donc, il n'y a pas de meilleure nécessairement manière, c'est juste voici les manières qu'on peut utiliser.
Donc, autre chose intéressante, on peut avoir du JSX dans des variables. Donc, on peut avoir soit juste le nom, puis si c'est packed, ben, je veux que dans mon item content, j'ai quoi? J'ai la balise, le tag delete au complet avec le nom, avec le crochet, avec tout ce que j'ai besoin. Puis là, le principe, c'est que soit que ça va être le nom, soit que ça va être une nouvelle balise avec le texte à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de variables, je peux aussi avoir du JSX. Okay? C'est une expression comme un autre. Fait qu'il y a différentes manières de travailler avec les conditionnels. Donc, on peut soit avoir le if tout seul avec différents returns. On peut avoir l'opérateur ternaire conditionnel. On peut avoir le double et si il faut rajouter quelque chose. Ou on peut aussi utiliser des variables pour contenir les éléments puis être capable de les afficher en temps et lieu. Fait que, encore une fois, il y a quelques petits exercices à faire avec cette section-là. On est capable de passer à notre prochaine, qui va être le principe de affichage de listes en JSX. Fait que souvent, on va avoir besoin d'une liste d'informations. Hein? Donc, on va avoir un tableau de données, puis on va vouloir être capable d'afficher toutes les données dans ce tableau-là. Donc, on va aller regarder comment les fonctions filter puis map peuvent être utilisées. Ça, c'est des fonctions de JavaScript pur. Mais comment est-ce qu'ils sont utilisés avec React pour être capable de faciliter l'affichage de listes quand on travaille avec React. Fait qu'on a un exemple ici. Je veux faire afficher ça. OK, donc on a un unordered list, on a des list items, des LI, puis on a des informations à l'intérieur avec des noms de personnes, puis leur profession à l'intérieur. Fait que je veux être capable de possiblement avoir des LI plus fancy, mais je ne veux pas avoir à recopier ça à chaque fois. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux utiliser React pour venir m'aider dans cette situation-là. Donc, on va avoir une première étape. Donc, habituellement, c'est déjà fait pour nous, là, mais on va avoir les données dans un tableau à la place. Donc, on met les données que je veux avoir dans un tableau. Puis, une fois que j'ai ces données-là dans un tableau, je vais pouvoir utiliser la fonction map. Donc, la fonction map, on l'avait déjà vue dans les semaines passées. On va en rejaser aujourd'hui. Donc, le principe de la fonction map, c'est une fonction, c'est une méthode en fait, qui est accessible seulement à partir de tableaux. Puis son but, c'est de reconstruire un tableau de la même taille que le tableau initial en ayant fait une transformation sur chacune des cases du tableau. Ça sonne lourd quand on fait ça, là. Mais si on regarde, mettons l'exemple, on a un tableau, il y a 4 cases, 1, 4, 9, 16. Puis là, je dis, je veux faire un map sur ce tableau-là. Puis je veux que pour chaque case, tu prennes la valeur de la case, puis que tu la multiplies par 2. Fait que ça va me donner un nouveau tableau qui va avoir à l'intérieur le même nombre de cases, mais que chaque case va avoir été une transformation selon qu'est-ce que moi j'ai demandé. Donc, on peut voir que map a un seul paramètre. Le paramètre est une fonction. La fonction est avec un paramètre elle-même. Donc, la fonction que je donne à map, c'est une fonction avec un paramètre. Puis, ce paramètre-là peut être utilisé pour faire ce que je veux. Ça va représenter chacun des éléments de mon tableau initial. Puis, ça retourne le résultat de la transformation de chacune des cases. Pardon. Fait que comment est-ce que je peux... On va le mettre aussi dans le chat. Fait qu'il y a map, puis tantôt, il va y avoir filter aussi qu'on va aller voir. Donc, comment est-ce que je fais pour utiliser map, pour être capable de construire ça? Ben, je vais construire
la partie qui est répétée. Hein, donc, moi, je commence avec un tableau de données, un tableau de chaîne de caractères. Puis, je veux terminer avec un tableau de LI en JSX. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tableau de données. Je vais faire un map. Pour chacune des données à l'intérieur, hein, donc ça, c'est une donnée, je vais dire, je vais faire un LI. Puis, à l'intérieur du LI, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ma donnée qui va me créer un tableau avec un paquet de LI. Puis là, le principe, c'est qu'un tableau d'éléments JSX, tu peux directement donner ça en retour à React, puis lui va automatiquement juste les populer un après l'autre dans l'affichage. Fait que si on regarde notre résultat, on a ici le principe de j'ai chacun des éléments, je fais le map, j'ai la personne, je prends le résultat du map, c'est ça que j'affiche, puis ça m'affiche le LI, on voit le petit point à gauche là, de chacun. Par contre, dans notre petite console, là, on voit qu'on a un warning. Okay, donc là, il faut faire attention, ce n'est pas une erreur, ça ne va pas m'empêcher de le voir, mais il y a des problématiques peut-être d'efficacité qui sont en jeu. Fait que ça dit chaque enfant, donc chaque élément de la liste, devrait avoir une prop qui s'appelle key, une clé unique. On va voir comment fixer ça. OK? On va jaser un petit peu de la structure des données. Donc, habituellement, quand tu vas recevoir des données, tu vas recevoir des données genre d'une base de données. Il va y avoir plein d'informations, dont, mettons, un numéro d'identification, le nom, la profession, des choses un petit peu plus décortiquées que juste une chaîne de caractères. Fait que, quand tu travailles avec ça, tu vas pouvoir aussi commencer à faire des transformations de données. Donc, disons que j'aimerais ça juste avoir les chimistes. Pas les physicists, pas les mathématiciens. Donc, je peux utiliser d'autres types de fonctions. Hein, donc, la fonction filter, en fait. Ici, j'ai plus le lien est plus haut, on va aller chercher le lien. Donc, la fonction filter travaille sensiblement comme map, mais il y a deux affaires différentes. La première, c'est que ça ne retournera pas nécessairement la même taille, ça va être de la même taille ou moins, parce que le principe, c'est qu'on va possiblement filtrer des éléments, on va peut-être en enlever. Puis, on ne fera pas de transformation. On va faire une sélection. On va faire, est-ce que je veux le garder ou pas? Fait que, même principe, j'ai un tableau initial. Du tableau initial, j'appelle la méthode. La méthode prend une fonction. La fonction va prendre un paramètre qui va représenter chacun des éléments que je vais tester un après l'autre. Puis le résultat de cette fonction-là interne, c'est faut que ce soit vrai si on veut le garder. Donc si on ne veut pas le filtrer, il faut que ça retourne vrai. Fait ici, si on regarde, ça va regarder chacun des éléments. Puis ça va regarder est-ce que la taille est plus grande que 6. Fait que le principe, c'est que ça va filtrer tous les mots qui sont plus petits que 6. On fait 7, là, parce que ça serait plus grand ou égal. Fait que si on regarde le résultat, seulement les mots où le word length plus grand que 6 a été vrai ont été gardés. Ça l'a enlevé elite, ça l'a enlevé limite, ça l'a enlevé spray du résultat. Donc le filter me permet de, mettons, une boîte de recherche, des cases à cocher, on va voir comment aller chercher ces informations-là la semaine prochaine, mais le principe, c'est que je peux commencer à filtrer les informations. Fait que si, admettons, je veux filtrer pour juste avoir les professions chimistes, ben, je peux aller juste chercher de tout le monde, je filtre, je reçois les personnes, je regarde est-ce que la profession, c'est chimiste. Ça, si ça me retourne vrai, c'est que je le garde. Hein? Puis là, après ça, j'ai juste à faire un map sur ces éléments-là. Pour avoir encore une fois la liste. Donc, une fois que j'ai juste ceux-là, je peux faire le map pour avoir qu'est-ce que moi je veux, donc le LI, avec les informations pertinentes. Puis, je peux avoir ça dans un list item, OK, que j'envoie ensuite dans mon return, qui va faire en sorte que c'est un tableau que je fais afficher directement.
Fait que là, j'ai l'exemple où j'ai mes données. OK? Fait que je reçois mes données, qui est people. Je filtre pour avoir seulement les chimistes. Une fois que j'ai les chimistes, je crée une liste de LI à partir de ces chimistes-là. Ça me donne les items que moi je veux afficher. Puis après ça, je fais juste envoyer dans le unordered list chacun de ces éléments-là. Puis ça me donne les différents éléments. Encore une fois, on a la console ici qui me donne le petit warning. On va voir comment régler ça tantôt. Alright. Fait que on a un petit warning. Voyons voir qu'est-ce que ça l'implique. Donc, la problématique ici, c'est que quand on a un élément avec des listes, hein, on avait dit que si les informations changent, ça va comme rafraîchir le component. Mais quand on a une liste, des fois, c'est juste un élément dans la liste qui est changé, pas toute la liste au complet. S'il faudrait que je rafraîchisse la liste au complet, ça peut faire en sorte que les performances de la page deviennent affectées. Donc, React te demande, quand tu utilises une liste, que chacun des éléments ait un identifiant unique que lui va être capable de voir est-ce que cet identifiant-là est encore là s'il y a eu une modification. Puis là, il va être capable de faire juste la modification qu'il a besoin pour essayer d'être le plus efficace puis le plus rapide possible. Fait que on veut, OK, quand on crée des éléments d'une liste, pardon, avoir un props key, donc ça c'est un props que React s'attend. Puis à l'intérieur, on peut mettre quelque chose qui est un identifiant. Donc ici, on peut voir ici qu'on avait des données là, qui ont déjà des identifiants à l'intérieur. Donc on peut utiliser ça pour être capable de l'envoyer à l'intérieur. Donc avec les données, on est capable d'avoir dans le LI la key. Puis avec ça, ça nous donne des résultats. On n'a plus rien dans la console qui nous donne des erreurs. Il existe, bon, habituellement, si tu l'as directement, ça va bien. OK? Sinon, il existe d'autres librairies qui te permettent de générer des tokens ou des valeurs qui permettent de générer ça. Donc, les clés doivent être uniques, puis les clés ne devraient jamais changer. Là. Si tu fais juste les numéroter, puis comme là, tu en enlèves un, puis ça change toute la numérotation des autres, ça ne marche pas. C'est pas ça le but. Donc, il ne faut pas comme les régénérer au fur et à mesure. Fait que là, j'ai expliqué pourquoi. Parfait. Fait que on a d'autres petits challenges par rapport aux différentes listes. Dernier élément de la journée, c'est le principe de components qui sont purs ou de dire que les components sont fonctionnels. Le but d'éléments purs, okay, donc le principe de quelque chose qui est pur, c'est que ça va toujours avoir le même résultat avec les mêmes entrées, ça va toujours donner la même sortie. Puis la deuxième chose, c'est que ça va rester dans des changements locaux. Ça ne va pas commencer à changer des choses qui ne sont pas à lui, que ce n'est pas de ses affaires. Fait que souvent, on va parler de fonctions mathématiques comme étant pures. Tu sais, le sinus, c'est une fonction pure mathématique. Il n'y a pas d'éléments autour. Tu rentres tout le temps l'angle, ça donne toujours le résultat. C'est quelque chose de pur. On va essayer, quand on travaille avec nos recettes, nos components, de faire en sorte que les components soient purs. Ça veut dire qu'on garde toujours les mêmes résultats pour les mêmes entrées. Voyons voir qu'est-ce qui arrive si on ne fait pas ça, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc ici, j'ai un exemple.
ou je veux avoir une liste, hein, mettons, de différents copes. Puis, à l'intérieur, je marque, je veux que ce soit le teacup pour le visiteur. Puis là, le principe, c'est que je veux que ça soit comme 1, 2, 3. Fait que là, je me dis, pas de problème, je me fais une variable, jamais à 0. Puis, à chaque fois que je passe par cup, j'incrémente de 1. Fait que, j'ai fait un back. Donc, logiquement, selon nos connaissances purement logicielles, ça fait du sens, qu'est-ce que je viens d'écrire. Mais il y a un élément important qu'il faut comprendre, c'est que à l'intérieur du navigateur, il y a plein de choses qui se passent qui arrivent derrière les rideaux, qu'on ne voit pas, que React ne nous dit pas. Donc, on ne peut pas juste prendre pour acquis qu'on peut modifier les choses puis que ça se fasse juste le nombre de fois que je veux. Fait que si je regarde ici le résultat de ça, là, ça me donne T pour le visiteur 2, 4 et 6. Le pourquoi est-ce que ça fait ça? Ça, c'est des raisons vraiment poussées puis que nous, on ne verra pas. Là, okay? Donc, c'est dans la mécanique de comment React fonctionne pour être efficace puis pour s'assurer d'être le plus rapide possible. Lui te dit, tu ne peux pas utiliser des éléments qui ne t'appartiennent pas. Si tu veux commencer à travailler avec des choses, il va falloir que tu utilises les props. Hein? C'est comme ça qu'on fonctionne pour transférer de l'information. Donc, on ne peut pas utiliser des variables random. Hein? Il faut utiliser des props qui vont être présentés d'une manière qui est correcte. Il y a, pas une exception, là, mais comme un élément qu'il faut comprendre. Donc, si ça nous appartient, on peut quand même l'utiliser. Là. Donc, on a une variante ici qui va avoir, mettons, un tableau vide. Dans le tableau vide, je construis un tableau. OK? Puis le tableau a une variable à l'intérieur. Là. Puis là, je construis un tableau, puis à l'intérieur du tableau, je le remplis de différents cups qui vont recevoir l'élément, l'information. Cette variable-là est complètement retenue à l'intérieur de mon component. Là. Fait que ça ici, c'est pas un problème. Ça va bien marcher. Okay? Parce que j'ai pas fait ce qu'on appelle des mutations extérieures. J'ai pas fait ou ce qu'on appelle aussi des side effects. Donc, tout ce que j'ai utilisé, c'était local. Ça, c'est jamais un problème. C'est quand je commence à utiliser des éléments qui ne font pas partie de qu'est-ce qui m'appartient comme fonction, qu'est-ce qui m'appartient comme component, que là, on peut avoir des surprises. Donc, on va voir que ça se peut qu'il y ait des choses qui changent à travers, puis ça se peut qu'il y ait des éléments qui soient modifiés. C'est ce qu'on appelle habituellement des side effects. Il existe des outils pour gérer des side effects. Donc, on va avoir le use effect qu'on va voir un petit peu plus tard quand on va commencer à travailler avec l'interactivité. Mais ça ne devrait jamais être notre premier contact, notre première idée, notre première solution. On va voir que pour travailler avec des événements, pour travailler avec des éléments dynamiques, on a plein d'autres outils avant d'arriver à devoir utiliser ça. Fait que, on va essayer de faire des components qui travaillent juste avec question, puis que pour les mêmes entrées, il va toujours avoir les mêmes sorties. OK? Donc, évidemment, si, mettons, comme nous autres, on faisait un component qui était random, ça vient avec, là, mais on a ce principe-là derrière. On va voir qu'on a la possibilité de faire des modifications la semaine prochaine quand on va commencer à travailler avec l'interactivité. Mais ça, c'est pour nous du futur. Fait que, encore une fois, on a quelques petits éléments à travailler dans les challenges. Puis, en plus de ça, on va avoir un petit exercice à faire qu'on va corriger ensemble au début du prochain cours. Je vais le mettre comme texte dans le channel sur Teams. Puis là, je vais
Comme ça. Donc, on va vouloir modifier l'exercice qu'on a fait la semaine passée pour rajouter ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est que je vais vouloir que vous créez un nouveau component, OK, qui va être capable de représenter un seul quote, mais qui va recevoir le quote puis l'auteur à travers les props. Là, je veux que vous fignolez pour que tout fonctionne correctement. Ensuite, on voulait faire afficher 3 props. On voulait faire afficher 3 props. Faites en sorte d'utiliser un tableau pour être capable de faire afficher ces différents props-là. Puis, troisième chose à faire, là, il va falloir faire un petit peu plus de programmation. Donc, il va falloir faire afficher en gras le nom de l'auteur. Si l'auteur est l'auteur qui a le plus de quotes dans le fichier de quotes. Donc, il va falloir faire une petite détection de c'est quoi l'auteur qui est le plus prédominant, parce qu'il y a des auteurs qui reviennent à l'intérieur du fichier de quotes. Puis que si cet auteur-là, qui est choisi aléatoirement, il faut que son nom soit en gras. Comme ça, on va avoir un peu de conditionnel à rajouter dans notre projet. Fait que ça fait le tour de la partie magistrale qu'on a à avoir ensemble. Le restant de la période est utilisé pour faire les challenges qui existent dans les 4 sections qu'on a vues ensemble aujourd'hui et pour compléter l'exercice de JavaScript que je vous ai laissé. Nous, on se revoit mardi prochain pour être capable de corriger l'exercice puis être capable de voir l'interactivité avec les states en React. J'ai une question de Zacharia. Oui, c'est par rapport au laboratoire. Dans le fond, on n'a toujours pas commencé les labs. Qu'est-ce que tu veux dire par laboratoire? Il y a comme, je pense, dans le plan de cours, 20% sur Oui. les laboratoires. Effectivement. Donc, c'est pas tout de suite... Il n'y a pas rien d'évalué encore. Ok, ouais, d'accord. Excellent. Super. Donc, comme d'habitude, je vais aller mettre sur YouTube la vidéo de notre partie magistrale. Elle devrait apparaître dans la prochaine heure. Sinon, le restant de la période est pour du travail sur les différents exercices. Moi, je reste toujours disponible sur Teams pour être capable de répondre à toutes vos questions. Fait que juste m'envoyer un message, m'envoyer une erreur, m'envoyer un screenshot, demander un appel. Si vous êtes plugué, en difficulté, plus de 10-15 minutes, là, habituellement, là, c'est le moment où c'est que vous devriez faire appel à moi. Donc, bonne journée à tous, bon travail, et dans le meilleur des cas, à la semaine prochaine. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Merci, bonne Merci. journée à vous, monsieur.